Le traitement chirurgical des scolioses dystrophiques sur neurofibromatose type 1, résultat et revue de la littérature. Donc, la neurofibromatose est une affection rare caractérisée par la prolifération des cellules de la crête neurale. Elle se transmet sur le mode autosomique dominant. Et la scoliose dystrophique en constitue la manifestation osseo-articulaire la plus redoutée. Donc, il s'agit d'une affection grave par sa rapidité d'évolution et son risque neurologique important, imposant ainsi une prise en charge thérapeutique particulière, une surveillance régulière et rapprochée. Donc, il faut noter qu'il n'y a pas de consensus et schéma thérapeutique bien codifié pour la prise en charge de ces types d'affections. Donc, nous rapportons une série de 13 patients atteints d'une scoliose dystrophique sur neurofibromatose type 1. Le diagnostic de neurofibromatose type 1 était donc clinique par la présence de multiples taches caféolées dont le diamètre est supérieur à 5 mm, bien évidemment, et le caractère dystrophique de la scoliose était retenu sur les explorations d'imagerie. La courbure et rigide, la rotation apicale sévère, l'élargissement foraminal et les défects pédiculaires qui ont été faites. Ce sont la radio de rachis entier, face et profil, et l'IRM. Le recul moyen était de 3 ans. Donc, concernant les résultats, l'âge moyen était de 15 ans, avec des extrêmes de 8 ans à 26 ans. On avait donc 7 garçons et 6 filles, et la notion de consanguinité était trouvée dans 8 cas, et la géodésité était de côté droit dans 8 cas. La localisation de la scoliose était différente, avec la localisation cervico-thoracique qui était observée dans un seul cas, ainsi que la localisation lombaire. La scoliose était thoraco-lombaire dans 4 cas et dorsale dans 7 cas. L'angle de courbe moyen était de 69, avec des extrêmes allant de 50 à 90 degrés. Les percyphoses thoraciques étaient observées dans 9 cas. La préparation par traction sur halo crânien était nécessaire dans 5 cas, vu la sévérité et la non-réductibilité de la scoliose jugée sur les radiographies de Bending. Nous avons divisé notre groupe de patients en 2 sous-groupes. Un groupe A de 6 patients qui ont eu une arthrodèse circonférentielle par double abord, et un groupe B où les patients ont eu une instrumentation postérieure. Concernant le groupe A, donc l'âge moyen était de 14,5 ans et une hypercyphose était notée dans 5 cas. La localisation était la cervico-thoracique et la lombaire, 3 scolioses dorsales et une seule scoliose lombaire. L'angle de courbe moyen était de 73 degrés avec une préparation par halo qui était jugée nécessaire chez 3 patients. Le groupe B de 7 patients, l'âge moyen était de 15 ans et demi, avec une hypercyphose qui était notée dans 4 cas, localisation dorsale dans 4 cas, avec 3 scolioses dorsalo-lombaires, et l'angle de courbe moyen était de 68, avec des extrêmes allant de 50 à 90 degrés. La préparation par halo était nécessaire pour 2 patients. Voici quelques cas de traction par halo. Les résultats post-opératoires, un séjour en réanimation post-opératoire de 10 jours pour les patients qui ont eu une arthrodèse circonférentielle. Le code post-opératoire pour ce groupe A était de 37 degrés avec un taux de correction de 48% et le gain de taille de 6,5 cm. Concernant le groupe B, l'instrumentation postérieure, donc le séjour en réanimation post-opératoire de 2 jours en moyenne, avec un code post-opératoire de 39 degrés, un taux de correction de 40%. Un gain de taille de 5 cm. Il n'y avait pas de complications mécaniques et ou neurologiques. Donc, présentons ce premier cas clinique. Il s'agit d'un enfant âgé de 8 ans, diagnostiqué avec une scoliose sur neurofibromatose type 1, avec une sommet de l'angle l'angle de courbe 68 degrés. Cet enfant a eu une préparation par traction en position assise pendant 25 jours, avec une amélioration de la courbure après la traction, comme on le voit dans cette radiographie. Une instrumentation bipolaire qui permet donc une éventuelle distraction ultérieure. Voici l'instrumentation bipolaire. Le corps post-opératoire était de 25 degrés et un gain de taille de 7 cm. Un deuxième cas clinique, une jeune fille âgée de 10 ans qui présentait une scoliose dorsale avec un sommet au niveau de D5, l'angle de courbe était de 83. Elle a eu une préparation par traction par halo crânien pendant 21 jours. Elle a eu une instrumentation postérieure sans greffe en laissant annexer les tiges distales pour une éventuelle, notamment distraction. Et vu l'importance de la correction et la crainte et par crainte de montage du matériel, on a réalisé un étiage antérieur. Vous voyez ici donc la greffe du péroné. Donc, pour choisir sa stratégie thérapeutique, en fait, le choix de la greffe antérieure reste encore un sujet de controverse d'actualité. Une série de 11
traité par ordre circonférentiel publié en 2017 par Pachial, avec un recul de 14 ans, a montré de bons résultats avec un taux de correction de 60%. Et multiples articles ont souligné que la syphose ou l'hypersyphose était un facteur déterminant de la prise en charge, notamment la décision de la libération et la greffe antérieure. Donc, quant à l'instrumentation postérieure, elle était décrite depuis longtemps et a de plus en plus de place avec la progression de l'instrumentation postérieure. En fait, Keméal aborda le sujet depuis 1997 et a conclu que les scolioses dystrophiques sur neurovibromatose dans l'angle de cobe inférieur à 40 degrés et la syphose thoracique donc, ne dépassant pas 50 degrés peut être traitée par voie postérieure safe. Pour conclure, il s'agit donc d'une affection grave, d'évolution rapide, avec un risque important donc, neurologique. L'instrumentation sans greffe chez les jeunes enfants peut résoudre le problème et corriger une éventuelle déformation. Et dans notre protocole de thérapie, l'arthrose circonférentielle reste le seul garant d'éviter l'aggravation de ces scolioses. Merci. Donc, cher maître, permettez-moi de vous présenter ma communication orale concernant l'évaluation de la prise en charge chirurgicale des pseudarthroses congénitales de la jambe à propos de 13 cas. La pseudarthrose congénitale de la jambe est une pathologie rare de l'enfant dont la fréquence est estimée à 1 sur 190 000 naissances. Elle est caractérisée par une grande hétérogénéité dans sa présentation aussi bien clinique que radiologique. Bien que sa relation avec la neurofibromatose de type 1 soit connue, la physiopathologie reste encore aujourd'hui mal comprise. Le traitement reste toujours un défi aux chirurgiens orthopédistes en raison des difficultés de consolidation et des déformations résiduelles. Notre série comporte 13 patients, dont 11 garçons et 2 filles, avec un recul moyen de 2 ans. Concernant les résultats, la pseudarthrose était en rapport avec la neurofibromatose de type 1 dans 69% des cas. Au moment de la prise en charge thérapeutique variait entre 15 mois et 11 ans, soit une moyenne de 7 ans. Donc, sur le plan clinique, on a retrouvé une inégalité de longueur des membres inférieurs allant de 0,5 à 4 cm. La mobilité du genou était normale chez tous les patients. L'étude radiologique a montré des lésions variables allant de la simple courbure antérolatérale à une véritable solution de continuité. Notre série comportait 8 cas de courbure et 5 cas de pseudarthrose vraie. Lésions siégées au tiers distal de la jambe dans 10 cas. L'atteinte du péroné était présente dans 7 cas. La pseudarthrose était classée selon la classification de Crawford, qui est actuellement la plus utilisée, avec 2 cas pour le stade 1, 6 cas pour le stade 2, 2 pour le stade 3 et 4 pour le stade 4. Le protocole opératoire se basait sur une résection du foyer de pseudarthrose avec une greffe osseuse et un enclouage type clou télescopique. À noter que le clou était transplantaire dans 7 cas. Dans 69% des cas, la consolidation s'est faite de façon primitive, sans intervention secondaire, avec une durée moyenne de 4 mois. Par contre, chez 4 patients, des interventions secondaires ont été nécessaires. Un patient a présenté un retard de consolidation et a été traité par une greffe osseuse secondaire, tandis que les 3 autres patients ont présenté une absence de consolidation. Un cas a été repris avec mise en place d'un fixateur externe type Ilizarov. 2 cas ont été repris avec changement de clou télescopique. Aussi un cas clinique concernant une fille de 5 ans avec une pseudarthrose stade 1 de Crawford, montrant l'évolution radioclinique après sa prise en charge chirurgicale. Donc le cas suivant concerne un enfant âgé de 15 mois, classé stade 4 de Crawford, prise en charge initialement par résection plus greffe et enclouage. Devant l'échec de la consolidation, il a été repris dans un premier temps avec mise en place d'un clou transplantaire, secondairement par la mise en place d'un fixateur externe type Ilizarov. Dans notre série, un certain nombre de séquelles ont été notamment notées, à savoir l'inégalité de longueur des membres inférieurs résiduels rapportés chez tous les patients. 4 cas présentaient une raideur de la cheville et 2 cas présentaient des déformations du pied en valgus. On dit qu'il n'y a eu aucune infection dans notre série. La prise en charge de ce type de pseudarthrose est lente et difficile. Une étude multicentrique réalisée par l'European Pediatric Orthopedic Society en 2000, intéressant 340 cas dans 13 pays européens, ayant subi 1287 interventions, soit une moyenne de 3,8 interventions par malade. Il faut savoir que les auteurs recommandaient la chirurgie à partir de l'âge de 3 ans, afin d'utiliser les moyens d'ostéosynthèse qui permettent un alignement et une consolidation plus rapide. La littérature regorge de techniques chirurgicales avec 3 méthodes chirurgicales principales.
La première est la fixation intramédulaire avec greffe osseuse. La deuxième est la compression directe par fixateur externe. La troisième est le transfert de péroné vascularisé, classiquement réalisé sur la fibula contralatérale afin d'éviter déviation de la cheville en valgus. Donc, Paley a comparé dans une étude récente publiée en 2019 les résultats des principales méthodes de traitement des pseudarthroses. Pour la fixation intramédulaire avec greffe osseuse, la consolidation sans refracture ultérieure a été obtenue dans 40% des cas, dont 57% pour le traitement par fixateur externe type Ilizarov, dans 58% des cas pour le traitement combiné fixation intramédulaire et Ilizarov, et finalement dans 58% des cas pour le traitement par transfert de péroné vascularisé, concluant que ces différentes méthodes avaient des résultats similaires avec une probabilité moyenne de 50,7% d'obtenir une union sans refracture ultérieure. Selon notre expérience, on recommande de première intention de réaliser une résection du foyer de pseudarthrose, plus greffe, plus enclouage, qui reste un montage stable et solide, toléré par le patient, qui évite les fractures jusqu'à la fin de croissance. Or, si la pseudarthrose siège au tiers distal de la jambe, le clou transplantaire serait idéal. En cas d'échec, le montage Ilizarov reste une bonne alternative. Une fois la consolidation est acquise, on s'occupera par la suite de corriger les séquelles si présentes. Sans technique récente, on peut citer la technique de membrane induite avec autogreffe spongieuse. C'est une étude prospective de 19 cas de pseudarthrose repris selon cette technique, après un échec de consolidation primaire, montrant une absence de refracture sur un suivi de 5 ans post-opératoire. On peut citer aussi le rôle des protéines ostéo-inductrices dans la consolidation osseuse qui ont montré leur efficacité comme un traitement adjuvant à la chirurgie. Pour la VIP, qui est la vasoactive intestinal peptide, diverses études in vitro ont confirmé son rôle essentiel dans le remodelage osseux et pourrait donc servir dans le développement de traitements dans le futur. L'injection de concentré d'aspiration de moelle osseuse dans le site de pseudarthrose permet une consolidation plus rapide associée à une meilleure qualité d'os. Concernant les messages à retenir, il faut savoir que l'objectif de la chirurgie est essentiellement d'obtenir une union osseuse à long terme ainsi que d'éviter les séquelles. Plusieurs traitements novateurs ont fait surface, à savoir la VIP ou bien les protéines ostéo-inductrices, ainsi de suite. L'association technique classique permettra peut-être d'améliorer le pronostic de cette maladie. Merci pour votre attention. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter les résultats de notre travail intitulé « L'ostéochondrite post-réductionnelle dans le traitement des LCH négligés ». Donc, pour commencer, on sait tous que la LCH est une pathologie fréquente dont le traitement dépend de l'âge. Le traitement de la LCH négligée reste toujours un sujet de controverse, la hantise étant la survenue d'une nécrose épiphysaire de la tête fémorale. Donc, les objectifs de notre travail étaient d'évaluer le taux d'ostéochondrite post-réductionnelle et d'identifier les facteurs de risque. Nous avons ainsi réalisé une étude rétrospective sur une période de 5 ans au sein du service d'orthopédie infantile à l'hôpital d'enfants Bachir Hamza. Donc, les critères d'inclusion étaient tout LCH, quel que soit le traitement. Les critères de non-inclusion comportaient une maladie générale, un syndrome polymalformatif, une maladie osseuse constitutionnelle ou un traitement en ambulatoire avec une bonne évolution. On a exclu les dossiers incomplets et inexploitables ou bien un recul inférieur à 12 mois. Donc, la population a été ainsi répartie en 3 groupes. Le premier ayant eu une traction, le deuxième une capsulographie seule et le troisième une capsulographie avec un geste osseux. Donc, l'analyse des données s'est basée sur des critères épidémiologiques, des critères cliniques et des critères radiologiques, à savoir le HTE pré- et post-opératoire, la classification de Tonis, la classification de Séverin. On a aussi calculé au dernier recul le AHI afin d'évaluer le degré de couverture de la tête fémorale. À la fin, pour étudier la sévérité de l'ostéochondrite, on a utilisé la classification de Kalamchi. Donc, l'analyse statistique s'est basée sur la comparaison des 3 groupes et la recherche de corrélation en utilisant le test de Pearson. Nous avons retenu un seuil de signification inférieur à 0,05. Donc, parmi les 150 hanches initialement retenues, nous avons exclu 50 et nous avons fini par 100 hanches, dont 17 ont eu une traction, 17 ont eu une capsulographie et 66 ont fini pour avoir une réduction sanglante. Donc, nous avons remarqué une large prédominance féminine. 76% des hanches étaient classées Tonis 4. L'âge de découverte moyen était de 24 mois avec des extrêmes allant de 1 mois jusqu'à 11 ans.
Donc, l'âge de début du traitement moyen était de 13 mois pour le premier groupe, il était de 20 mois pour le deuxième groupe et il était de 43 mois pour le troisième groupe. La LCH bilatérale a été notée dans 57% des cas. 12 enfants ont eu plus qu'un seul traitement. Le degré d'abduction moyen était de 39 degrés, plus ou moins 10 degrés. Nous avons aussi étudié l'état des noyaux avant la chirurgie et nous avons remarqué que 58 cas avaient de petits noyaux avant la chirurgie. Donc, le dernier recul moyen, il était de 2 ans, et environ 88% des cas étaient classés Severin 1 et Severin 2, ce qui constituait déjà un bon résultat. Donc, au dernier recul aussi, on a calculé le AHI moyen qui était de 94%, plus ou moins 15%. Le HTO post-opératoire moyen était de 20 degrés, plus ou moins 8 degrés, avec un gain de 20 degrés en moyenne. Donc, le début de l'ostéochondrite était en moyenne de 8 mois. Donc, la véritable ostéochondrite a été notée dans 14 cas, dont 9 étaient classés Kalamchi 2. Donc, l'étude statistique n'a pas montré de corrélation entre l'ostéochondrite et les différents facteurs suspectés, tout en sachant que le test de Pearson n'est pas significatif s'il est proche de 0. Mais nous avons remarqué une faible corrélation entre le stade Kalamchi et le stade Tunis, avec un R à 0,279 et une P inférieure à 0,05. Donc, les limites de notre travail, il s'agit d'une étude rétrospective, les groupes n'étaient pas équilibrés, il existait un grand nombre d'exclus. Par contre, il s'agit d'une série large qui est représentative de la population générale avec un recul moyen supérieur à 2 ans et demi. Donc, pour la majorité, pour la totalité des auteurs, l'ostéochondrite est la complication la plus redoutable. Son taux, il varie dans la littérature entre 4 et 60%. Ceci est dû à plusieurs facteurs, dont la présence de plusieurs classifications, la variabilité de l'interprétation radiographique et un recul variable selon les séries. Pour la majorité des auteurs, le Kalamchi 1 n'était pas significatif. Donc, dans une revue systématique publiée dans le Journal of Children's Orthopedic en 2016, le taux d'ostéochondrite il était de 10% pour le traitement orthopédique. Malheureusement, la physiopathologie reste toujours incertaine, mais certains facteurs de risque ont été impliqués, à savoir l'âge, le stade de tonus, l'absence de noyau d'ossification et le degré d'abduction dans le plâtre. Plusieurs méta-analyses récentes ont été réalisées et ont conclu à l'absence d'arguments en faveur du rôle protecteur de la présence du noyau d'ossification lors du traitement et l'absence de preuves statistiques concernant l'âge du traitement. Pour certains auteurs, la réduction à ciel ouvert est un facteur de risque, mais plusieurs études rapportent des taux comparables allant de 8 à 20%. Donc, pour conclure, la survenue d'une ostéochondrite reste imprévisible. Elle est toujours possible jusqu'à 1 an post-opératoire, d'où la nécessité d'un suivi prolongé. La multiplication des moyens thérapeutiques sur la même hanche augmente le risque d'ostéochondrite et les LCH négligés sont difficiles à traiter, ce qui nous pousse à insister sur l'importance du dépistage. Et merci pour votre attention. Ici, je vais vous présenter notre travail concernant la luxation congénitale bilatérale des hanches après l'âge de 18 mois. Chirurgie séquentielle où on a un seul temps opératoire. Donc, la luxation découverte après l'âge de 18 mois présente un challenge thérapeutique parce que le traitement est plus délicat avec un recours plus fréquent à la chirurgie. Dans la littérature, le taux de luxation bilatérale avoisine les 20%, ce qui nous pose à poser la question suivante. Le traitement, est-ce qu'il doit être séquentiel ou on a son temps opératoire? Pour répondre à cette question, nous avons effectué une étude rétrospective, comparative, au sein du service d'orthopédie pédiatrique de l'hôpital d'enfants Bachir Hamza entre 2015 et 2019. Donc, la population d'étude était les enfants ayant une luxation congénitale de la hanche. Les critères d'inclusion étaient un âge entre 18 mois et 9 ans, avec une luxation unilatérale ou bilatérale traitée par un traitement chirurgical comprenant une capsulographie, une ostéotomie du bassin et une ostéotomie fémorale. Le recul minimum était de 18 mois. Nous n'avons pas inclus les patients présentant une pathologie générale ou un syndrome polymorphatif, la chirurgie par capsulographie isolée, les hanches multi-opérées ou les patients ayant une triple ostéotomie du bassin ou une ostéotomie fémorale de varisation. Nous avons exclu les perdus de vue et les dossiers incomplets. Donc, ensuite, nous avons divisé nos patients en deux groupes. Le groupe 1, ce sont les luxations bilatérales traitées en même temps opératoire. Le groupe 2, ce sont les luxations bilatérales ou unilatérales traitées de façon séquentielle ou unilatérale. Donc, nous avons collecté les données cliniques, radiologiques. Nous avons classé nos patients au dernier recul selon la classification de Severin et Kalamchi. Nous avons établi une évaluation radioclinique
associant les critères radiologiques et cliniques. Le stade 1 était considéré comme excellent s'il n'y avait pas de complications ni d'ostéochondrite, et la hanche était considérée séverin 1 avec une mobilité complète. Donc, les critères de comparaison étaient le stade radioclinique et le temps opératoire, les pertes sanguines et les résultats radiologiques. Donc, notre étude statistique s'est basée sur les tests non paramétriques de Mann-Whitney et le seuil de significativité était de 0,05. Donc, comme résultat, nous avons eu, selon les critères d'inclusion et d'exclusion et de non-inclusion, on avait 37 patients, dont 14 dans le groupe A et 23 dans le groupe 2. L'âge moyen de l'intervention était de 43 mois. La luxation bilatérale était dans 22 cas. La hanche était classée tonus dans 29 cas et l'intervention était bilatérale en même temps opératoire dans 14 cas. Les 2 patients ont nécessité une transfusion péropératoire et le temps opératoire était de 200 minutes pour tous les effectifs avec une différence significative entre les 2 groupes. Pour les pertes sanguines, elle était de 85 ml en moyenne avec sans différence significative entre les groupes. L'angle HTE post-opératoire était de 13 degrés, sans différence entre les groupes. L'angle VCE était de 30 degrés pour tous les effectifs, avec une différence significative en faveur du groupe 1. De même que l'index AHI, il était de 96% pour tout l'effectif, avec une différence significative en faveur du groupe 1. Donc, au dernier recul, qui était de 31 mois en moyenne, on a objectivé 12 cas d'ostéochondrite, classés pour la majorité Calamchi2, sans différence entre les groupes. Pour la classification de séverin, 98,2% étaient séverin ou 2, sans différence entre les groupes. Et selon la classification radioclinique, nous avons 31 cas de bons et excellents résultats, sans différence entre les groupes. Donc, si on va revoir la littérature, il faut savoir que la luxation après l'âge de 18 mois présente 2 problèmes. La diminution du potentiel de remodelage, donc un risque de dysplasie important. Les rétractions et les modifications anatomiques sont plus importantes, donc une difficulté de la réduction par les moyens orthopédiques, ce qui nous pousse à la chirurgie avec les 3 temps. Donc, lorsque la hanche est bilatérale, le traitement devient plus difficile et actuellement, dans la littérature, il n'y a pas de consensus. Certains auteurs présentent la bilatéralité comme étant un facteur de risque de mauvais pronostic. Cependant, les dernières études n'étaient pas en faveur de cette hypothèse. Les différents auteurs trouvent qu'il n'y avait pas de différence entre le traitement séquentiel ou le traitement en même temps opératoire. En effet, le risque de nécrose ou de reluxation est surtout influencé par le stade, à savoir le tonus 4. Et concernant les complications péropératoires, les équipes qui faisaient le traitement en même temps opératoire n'a pas rapporté de complications. Sur le plan technique, la réduction en même temps opératoire, elle est plus délicate, surtout si on va faire l'ostéotomie de Solter, mais il faut savoir que sur le plan biomécanique, l'ostéotomie Solter bilatérale n'influence pas la stabilité du bassin. Donc, tous les auteurs rapportent des avantages importants pour cette stratégie opératoire, avec un confort pour les patients et les parents, et surtout un avantage économique. Donc, si on va conclure, la réduction bilatérale au même temps opératoire peut être proposée comme stratégie thérapeutique, surtout dans notre contexte socio-économique. Elle règle le problème de l'enfant en un seul temps. On a une seule immobilisation et les complications ne sont pas plus importantes que la chirurgie unilatérale ou séquentielle. Et je vous remercie. Bonjour. Permettez-moi de vous présenter ce travail intitulé « Résultats des prothèses totales sur séquelles de luxation congénitale de hanche ». La LCH constitue encore aujourd'hui un problème de santé publique en raison de son incidence élevée, ses séquelles potentiellement graves et sa prévention impossible. Le dépistage systématique a permis une prise en charge précoce, mais la découverte de séquelles à l'âge adulte reste élevée, nécessitant une PTH réputée être techniquement difficile. Nous avons réalisé ce travail pour évaluer l'expérience de notre service dans la prise en charge des PTH sur LCH en rapportant les résultats cliniques, radiologiques, spécificités techniques et complications d'une série de patients. Il s'agissait d'une étude rétrospective de 23 PTH chez 19 patients opérés entre 2006 et 2017. Nous avons collecté les données épidémiologiques et préopératoires, les signes fonctionnels, le score PMA, le type de luxation selon la classification de la Sofcot, ainsi que le déroulement de la chirurgie, les complications et l'étude clinique et radiologique au recul. Nous avons réparti les patients en 3 groupes, selon le type de luxation.
30% des luxations étaient hautes non appuyées, 48% hautes appuyées et 22% basses. L'âge moyen était de 40 ans, avec une nette prédominance féminine. La douleur et la boiterie étaient les motifs de consultation prédominants et 42% des patients avaient des signes associés au niveau du rachis ou des genoux, comme une scoliose ou un génu valgum douloureux. L'accourcissement moyen du membre était évalué à 52 mm, avec des extrêmes de 1 à 7 cm. Le score PMA moyen préopératoire était à 8. Concernant la chirurgie, la voie d'abord était externe avec trochantérotomie dans 42% des cas. La cupule cotyloïdienne a toujours été positionnée dans le paliocotyle. 82% des cotyles étaient cimentés et nous avons fait une greffe dans 10 cas, essentiellement pour les formes basses. Pour le fémur, nous avons fait un alésage dans 26% des cas et utilisé une tige dysplasique 5 fois, sinon une tige de taille 1 ou 2. 42% des tiges étaient cimentées et nous avons fait une ostéotomie de raccourcissement dans 8 cas, avec un accourcissement moyen de 28 mm. Et nous avons eu recours à des gestes de libération, essentiellement une ténotomie du psoas dans 9 cas. Nous avons noté 3 cas de fracture péropératoire et 3 parésies nerveuses. Au recul moyen de 5 ans et demi, le score PMA a été amélioré chez tous les patients, avec persistance d'une boiterie par insuffisance du moyen fessier chez 23% des patients, une inégalité de longueur résiduelle moyenne de 1 cm et aucun cas de luxation. Nous avons noté une pseudarthrose du grand trochanter et du trait d'ostéotomie sous-trochantérienne qu'on a repris pour cure de pseudarthrose et synthèse par plaque, avec une bonne évolution après 5 ans, et un décèlement aseptique du cotyle chez une patiente à 14 ans de recul, programmée pour une reprise. En effet, Charlet a écrit en 1973 qu'il n'y a pas de place pour l'arthroplastie de hanche dans les luxations invétérées. Ceci est lié d'une part au profil particulier du patient, demandeur d'un résultat parfait, et d'autre part aux spécificités de la technique chirurgicale, imposant de poser plusieurs interrogations avant le geste. À partir de notre expérience, différentes exigences doivent se réunir pour réussir cette chirurgie. Il faut tout d'abord établir un contrat clair avec le patient, avec des objectifs réalistes. Avoir une hanche mobile, stable et indolore est possible si le motif principal est la douleur de la neo-articulation. Ceci permet aussi de soulager le rachis et les genoux. Mais avoir des membres isolants n'est pas un objectif en soi, surtout devant le risque d'atteinte nerveuse et de compliquer le geste chirurgical. Il faut en plus faire une bonne analyse des anomalies. Nous demandons systématiquement un bilan radio standard, TDM avec reconstruction 3D, essentiellement pour mesurer le diamètre antéro-postérieur du paliocotyle et étudier l'anatomie du fémur, et un scanogramme pour estimer l'inégalité de longueur des membranes. Ceci nous permet de planifier le geste à l'aide des calques. Concernant la chirurgie, nous recommandons d'implanter le cotyle dans sa position anatomique pour restaurer le centre de rotation idéal de la hanche, avec des avantages biomécaniques confirmés par cette étude qui a comparé 640 positions possibles du centre de rotation, tandis que l'insert in situ est responsable de contraintes excessives sur la cupule et des muscles abducteurs moins efficaces. Cette technique a donné de mauvais résultats cliniques et radiologiques, mais reste pour certaines solutions acceptables pour des patients âgés ou fragiles. Chaque fois qu'il reste une couverture, nous avons mis des cotyles cimentés avec une greffe aux dépens de la tête fémorale. Cette étude récente a confirmé les bons résultats de cette technique des implants de 86% à 25 ans. Les auteurs ont recommandé aussi de poule si la greffe dépasse les 50%. Concernant le fémur, il faut prévoir des fois des tiges dysplasiques. Et dans quelques cas, l'utilisation des tiges sur mesure est indispensable, comme sur cet exemple de la ligature. Nous sectionnons le col au ras du petit trochanter dans les formes hautes. Plusieurs moyens de fixation ont été proposés pour la synthèse du grand trochanter. Nous utilisons les cerclages au banage plus ou moins vissage avec de bons résultats. Pour l'ostéotomie de raccourcissement, le cylindre est fendu en 2 fragments qu'on fixe par un cerclage en sandwich en place. Pour conclure, il faut signaler que le nombre de patients est relativement bas dans notre étude, plusieurs types de luxation. Mais à partir de nos résultats, nous pouvons déduire que la PTH sur séquelles de LCH donne de bons résultats à moyen terme si on établit des objectifs clairs avec le patient, on fait une planification minutieuse et une chirurgie rigoureuse. Je vous remercie pour votre attention. Donc, merci, monsieur le coordinateur. Donc, chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter notre travail intitulé « Les fractures arrachement du massif préspinal chez l'enfant ».
Donc, il s'agit de fractures rares qui sont rencontrées majoritairement chez l'enfant âgé entre 8 et 13 ans. Elles sont l'équivalent d'une rupture des ligaments croisés antérieurs chez l'adulte. Leur traitement est souvent chirurgical, surtout dans les fractures déplacées, soit par arthrotomie à ciel ouvert ou sous arthroscopie. Le résultat thérapeutique dépend surtout du risque de survenue de raideur articulaire et d'amyotrophie du quadriceps. Donc, l'objectif de notre travail, c'est de dévoiler les profils évolutifs à moyen et à long terme de ces fractures et de ressortir les principaux facteurs pronostiques en série fracture. Donc, notre série comprend 13 garçons et une fille d'âge moyen de 11 ans. Elles sont toutes presque victimes d'accidents de la voie publique. Le diagnostic a été retenu après un examen clinique approfondi et des radiographies du genou. On a eu recours au scanner du genou chez 3 patients. Pour ces fractures, on a utilisé la classification de Myers et McGyver modifiée par Skarinich. 13 enfants au total ont eu recours à un traitement chirurgical par lassage au fil résorbable après arthrotomie. Un seul enfant a été traité orthopédiquement par un plâtre cruropédieux en extension pendant 5 semaines et l'immobilisation post-opératoire a été faite par un plâtre ou attelle cruropédieuse maintenue pendant 6 semaines. Les scores IKDC subjectifs et objectifs et le score d'Aprage ont été utilisés pour l'évaluation des résultats, ainsi que des radiographies dynamiques antérieur-antérieur télos pour la mesure d'une éventuelle laxité résiduelle. Notre recul moyen était de 5 ans et 10 mois. On a noté 6 cas d'amyotrophie quadricipitale, 10 cas de raideur articulaire. 13 patients ont récupéré l'amplitude articulaire symétrique au côté opposé après rééducation. On a trouvé 4 cas de laxité antérieure sans instabilité, 2 cas vicieux de 2 mm et la consolidation radiologique a été obtenue à 6 semaines en moyenne. Le score EKDC subjectif moyen était de 89,4%. Pour le score d'Aprage, 9 genoux étaient classés excellents. Pour le score EKDC objectif, on a eu 8 genoux classés A, 4 classés B et 2 classés C. Au télos, on a retrouvé chez 5 patients une laxité différentielle pathologique supérieure à 5 mm qui était paradoxalement asymptomatique. Le score, donc nos résultats ont montré que le score EKDC subjectif était corrélé au score d'Aprage. Il n'y a pas de corrélation statistique entre EKDC subjectif au score d'Aprage avec l'EKDC objectif. Le score EKDC objectif était statiquement corrélé à la laxité différentielle au télos. Ainsi, la gravité de l'accident est un facteur de mauvais pronostic. La durée de mobilisation ainsi que la rééducation représentent un facteur de bon pronostic. Donc, l'observation numéro 1, il s'agit d'un enfant âgé de 15 ans, victime d'un accident de la voie publique, choc direct sur l'extrémité inférieure du fémur. La radiographie a montré une fracture arrachement du massif préspinal type 3. Le patient a eu un lassage par arthrotomie. La consolidation a été obtenue après 6 semaines post-opératoires avec un bon résultat fonctionnel au dernier recul. La deuxième observation, donc il s'agit d'un enfant âgé de 13 ans, victime d'un accident domestique. Il s'agit d'un traumatisme du genou en valgus flexion rotation externe. La radiographie a montré une fracture arrachement du massif préspinal type 2. Un lassage au fil résorbable du fragment détaché par arthrotomie lui a été fait et la consolidation a été obtenue après 6 semaines post-opératoires avec un excellent résultat fonctionnel au dernier recul. Donc, on peut dire que quelle que soit la méthode thérapeutique utilisée, il faut éviter la lésion du cartilage de croissance. Le lassage et le vissage sont les moyens de fixation les plus utilisés et ayant les meilleurs résultats fonctionnels. Le vissage est aussi stable que le lassage, avec comme inconvénient la nécessité d'ablation. Il n'y a pas vraiment de différence concernant la qualité de réduction entre l'arthroscopie et la bore à ciel ouvert. La bonne préparation de la logette fracturaire permet d'éviter les cals vicieux ou une éventuelle laxité résiduelle. Donc, cette laxité, elle est fréquemment retrouvée, quel que soit le type de traitement. Elle semble être en rapport avec les déformations plastiques du ligament croisé antérieur. La raideur articulaire, c'est une complication la plus fréquente rapportée dans la littérature et la myotrophie quadricipitale est de plus en plus rare grâce à l'apport de la rééducation et à l'usage d'arthroscopie. Donc, on insiste sur le rôle de la rééducation qui est très importante. Elle commence déjà sous le plâtre. Elle peut se prolonger jusqu'à 4 mois et l'appui est commencé en partiel à la 5e semaine. Donc, comme conclusion,
on peut dire qu'il faut élargir les indications du traitement chirurgical aux fractures moins déplacées, notamment celles classées en stade 2. La vérification de l'absence de lésions associées, notamment des lésions méniscales ou une interposition du ligament transverse ou des lésions chondrales, est primordiale avant la fixation chirurgicale. L'expérience du chirurgien joue un rôle important pour décider de l'approche thérapeutique, soit par arthrotomie ou par arthroscopie. La rééducation, on rappelle, elle est très importante et doit être précoce. Et la durée d'immobilisation inférieure à 4 semaines peut être envisagée si on juge que la fixation est stable. Et je vous remercie pour votre attention.